C'est sûr que quand on se retrouve comme ça dans des concerts privés avec 300 personnes, avec Lady Gaga, Madonna, etc., l'agent, c'est aussi son métier de travailler l'image de son talent, que ce soit aussi bien à travers les contenus qui vont être diffusés que les marques avec lesquelles on va collaborer. Certaines marques qui peuvent vous apporter des choses positives, des choses un peu moins. Ça génère beaucoup d'argent, c'est vraiment un business parallèle. 8 milliards d'euros. C'est énorme. Aujourd'hui, les politiques deviennent aussi des influenceurs à leur manière. Que ce soit les députés ou les sénateurs, tous veulent passer des messages sur Instagram ou sur X. Est-ce que c'est pas dangereux aussi? Comme si la démocratie Français... était hackée par les réseaux sociaux. Et tout récemment, Bradley Barcola, qui est donc l'attaquant du PSG, harcèlement, menace sur sa famille, insultes racistes, de décider peut-être de porter plainte et même prendre un peu de retrait par rapport à son activité sur les réseaux. Aujourd'hui, dans The Riesland Podcast, je reçois Benoît Dessau, un homme des médias. Il a gravité depuis une vingtaine d'années dans les médias tels que TF1, M6, et aujourd'hui, il est agent d'influenceur, agent de star. Et il a écrit le livre « Devenir agent de star à l'ère de l'influence ». Un sujet que je maîtrise, je pense, depuis quelques années, suite à mon complément d'enquête, Arnaque, fric, politique, le vrai business des influenceurs, et mon podcast Un monde sous influence que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Benoît Dessau, je suis ravie de vous inviter sur le plateau de The Riesland Podcast. Vous avez écrit ce livre « Devenir agent de star à l'ère de l'influence ». Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire deux choses. Alors, déjà, être agent, c'est un métier, puisque le métier d'agent, maintenant, on en a depuis une dizaine d'années. Et en fait, le métier a beaucoup évolué, puisque maintenant, effectivement, avant, on avait les chanteurs, les artistes, etc. Et maintenant, il y a les créateurs de contenu, et les réseaux sociaux ont changé quand même beaucoup de choses. Donc le métier d'agent a évolué aussi, en tant que tel, puisque le métier d'agent ne consiste plus seulement à soit aller chercher des marques pour faire des partenariats, ou aller faire un peu de presse, mais consiste aussi à travailler un peu l'image de ses talents sur les réseaux, à travers des contenus, à travers des idées, mais ça peut être aussi de développer des projets événementiels, des projets de médias. Enfin, aujourd'hui, avec les réseaux, tout est possible. Et donc, le métier a évolué. Et voilà, moi, c'est un métier que je fais maintenant depuis 10 ans, parce que au départ, j'ai créé le pôle talent chez TF1, parce qu'au départ, il n'y avait pas de pôle talent, que j'ai dirigé pendant 8 ans. Et donc là, pareil, j'ai vu le monde évoluer. Il y a eu aussi une explosion au niveau du Covid, je pense, puisqu'en fait, avant, le marché de l'influence n'était pas encore très structuré. C'était encore un peu le Far West. Et je pense que le Covid a aussi permis de structurer ce marché, puisque maintenant... C'est pas le Covid qui l'a structuré. Non, mais c'est ce qui s'est passé pendant. Oui, c'est parce qu'en fait, pendant le Covid, il y a eu des dérives, des placements de produits complètement frauduleux, le dropshipping, etc. Et c'est surtout l'après-Covid, où il y a des journalistes et même des lanceurs d'alerte, même avant les journalistes, qui ont décrypté en fait cet univers. Et c'est ce qui a fait que nous, on s'y intéressait, il y a eu des reportages, et ensuite Booba, qui a aussi instrumentalisé ça sur les réseaux, et puis on connaît la loi influenceur. En fait, quand je faisais le lien avec le Covid, il est assez simple, c'est que, en fait, d'un coup, le président ferme la France, et les marques ne peuvent plus communiquer. C'est-à-dire que le parcours traditionnel de dire, tiens, j'ai une agence créa qui va imaginer un concept, qui va appeler l'agence de prod, et en fait, c'est un délai de 3 à 6 mois. Là, du jour au lendemain, les marques, les magasins ferment. Leur seule possibilité, c'est de vendre en ligne. Et du coup, c'est là que ça a un peu explosé. Et même moi, qui au départ chez TF1, pardon, m'a dit ouais, Benoît, tu comprends, il y a le chômage, machin et tout, donc tout le monde reste chez soi. Et en fait, on a eu plein de demandes parce que la seule possibilité de pouvoir réagir rapidement, c'était de faire appel à des personnalités, à des créateurs pour vendre et pour dire voilà, les magasins sont fermés, mais vous pouvez quand même continuer à acheter en ligne. Et je pense que ça a été comme un tournant à ce moment-là. Oui, il y a eu un tournant d'un point de vue, c'était un peu le boom de ce business. Tout à fait. C'était le boom de ce business et on s'est rendu compte qu'il y avait des failles. Complètement. Vous en pensez quoi de ces failles, de ces dérives, vous en tant qu'agent de star? Et vous travaillez, j'imagine, donc avec des marques, vous les mettez en contact avec des stars, avec des talents. Bien sûr. Alors, je pense qu'il faut être très vigilant parce que déjà, au départ, c'est vrai qu'il y avait pas trop de règles. Heureusement, il y a une loi qui est passée qui permet de réglementer ça. Déjà, le fait tout simplement de mettre une mention collaboration commerciale, c'est important pour dire qu'à une marque, pour dire au public que quand un créateur ou une personnalité fait une collaboration, c'est pressé, comme c'est le cas à la télé, il y a des billboards de pub. Donc déjà, c'est important pour ne pas passer de faux messages. Après, je trouve que ça manque encore un peu de régulation aujourd'hui parce que le seul
je ne vais pas dire frein, mais en tout cas, la seule censure possible, c'est soit le créateur, soit l'agent. Il n'y a pas encore un organisme, l'ARCOM un peu, mais pas beaucoup non plus. Donc ça manque encore un peu de régulation. Il y a des sanctions de temps à autre sur lesquelles on communique en disant tiens, on a mis un mauvais point à un tel. Mais je pense que ça manque encore un peu de régulation et qu'il devrait y avoir des systèmes pour faire en sorte qu'on ne puisse pas faire la promotion de telle ou telle manière. Donc je pense qu'il y a encore on avance, mais il y a encore des choses à mettre en place. Aujourd'hui, les personnes qui peuvent avoir des amendes, c'est surtout les influenceurs, en fait, ceux qui promotionnent donc la marque. Et la marque, est-ce qu'elle est visée lorsqu'il y a un souci aussi ? Alors la marque peut être visée, effectivement, parce que c'est elle qui fait un peu la promotion, c'est elle qui est aussi responsable un peu de ce qui est fait. Mais je pense que c'est un travail qui doit être fait conjointement, c'est-à-dire que le contenu, parce qu'il y a eu souvent des dérives, notamment sur des produits financiers, où on dit tiens, achète tel truc et tu vas gagner sur des produits de bourse, etc., ou de crypto. Oui, trading. Voilà. Il y a aussi les pubs en fait, des casinos en ligne, Stake. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Stake, qui fait aussi des campagnes de pub sur des influenceurs. Et pourtant, Stake est une plateforme qui est interdite en France. Vous en pensez quoi, par exemple, de ça ? Je pense qu'il faudrait le réglementer, encore une fois. On ne peut pas non plus tout faire. Parce que la difficulté, quand vous avez des créateurs ou des personnalités, ou des gens connus au sens large, et que vous avez une communauté qui la suit, forcément, ils vont adhérer à ce qui va être dit. Et le créateur ou la personnalité, quand elle passe un message, on va le prendre pour acquis. Donc si, c'est ce que je disais tout à l'heure, le seul frein possible était l'agent ou le créateur, si à un moment il n'y a pas quelqu'un qui dit attention au message, attention à ce qui va être dit, on peut faire dire n'importe quoi et passer n'importe quel message. Et ça, c'est votre rôle en fait. Bien sûr. Et moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, alors c'était pas dans ce sens-là, mais une fois on a fait une pub, j'étais chez TF1 à l'époque. Alors, j'ai plus en tête la marque de produits de beauté, mais c'était une marque comme très très connue. Et on avait fait une campagne avec Karine Ferry, qui a fait un post. Et le post tout à fait classique, elle met en avant le produit, enfin, rien de fou. Et en fait, il y a deux personnes qui ont été racontées des bêtises dans les commentaires. Deux personnes inconnues, il n'y avait même pas de prénom, de nom, c'était des pseudos. La presse s'emballe, voici, etc. Et en fait, évidemment, c'était du faux. Donc la marque. Mais c'était quoi comme commentaire ? Que ces produits avaient été testés sur des enfants, des choses comme ça, à l'étranger. Mais ce qui était complètement faux. En tout cas, pas prouvé. Et tout ça aussi pour dire qu'il faut aussi être vigilant dans les commentaires et ne pas s'emballer tout de suite. C'est un peu aussi le problème des réseaux où les gens s'emballent dès qu'on donne une info. Les gens ont peur d'être associés à des marques frauduleuses. Par exemple, comme Shein. On en a entendu parler. Le débat est juste hallucinant, jusqu'au point où on se rend compte que cette plateforme mettait en ligne donc, des marques qui vendaient des poupées à des fins sexuelles. Voilà. Vous en pensez quoi ? Donc Shein, vous boycottez. Imaginons, il y a Shein qui vous contacte et qui vous dit, je veux faire par exemple un post avec Estelle Denis. Je pense qu'elle est avec vous, par exemple. Vous dites quoi ? Alors nous, on ne pourra pas le faire évidemment parce que Estelle ne se prêtera pas au jeu, mais en fait pour moi, Shein, il y a plusieurs problèmes. Le premier, effectivement, je pense qu'il y a déjà un problème dans leur plateforme de filtre où on ne devrait pas trouver ce genre de produit. Et il n'y a pas que Shein. Non, bien sûr, il y a d'autres évidemment. plateformes. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le problème de Shein, c'est pas la marque en tant que telle, c'est plutôt un problème français. Puisque quand les gens, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez colossal, le nombre de personnes qui achètent Shein, ils vont pas acheter Shein parce que c'est Shein, ils vont acheter Shein parce que c'est pas cher. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sous l'eau avec les impôts, les taxes, la différence entre le brut et le net. D'ailleurs, j'en parle souvent avec Mathias Bacchino, qui dirige Trade Republic, qui fait aussi beaucoup d'éducation financière. Donc, je pense que le problème de Shein est beaucoup plus profond. Alors, il y a évidemment les problèmes bon, on ne sait pas par qui c'est fait, quand et comment, mais en tout cas, pour moi, le problème est bien plus profond et il vient plutôt sur la partie financière et sur les besoins des Français qui veulent pouvoir s'habiller de manière sympa, sans forcément avoir des moyens. Donc, pour moi, le problème, c'est plutôt là, en fait. Il faudrait plutôt voir pour faire des charges ou des choses moins chères et peut-être taxer plus les produits qui viennent de Chine. Mais pour moi, c'est un problème qui est beaucoup plus large sous la Chine. Oui. Et donc, vous, à quel moment vous dites non à une collaboration ? Donc, en ce moment, vous travaillez avec quelle marque, par exemple En ce moment, on travaille beaucoup avec la Provençale, on travaille beaucoup avec le groupe L'Oréal ou d'autres.
Alors, qu'est-ce qui me fait dire non ? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le talent, quand il veut pas. Mais le budget peut être un point, effectivement. Ce qui me fait dire non, c'est quand une marque n'est pas en phase non plus avec les valeurs de nos talents. Par exemple, on a des talents qui peuvent être engagés. Je travaille par exemple avec Marie Perarnaud, qui travaille dans les maternelles et qui est très engagée sur la cause écologique. Typiquement, elle ne fera pas des produits où il y a des bouteilles en plastique. Oui, ou Coca-Cola, par exemple. Oui, alors je pense pas que ce soit tant la marque, mais c'est plutôt le côté plastique. Après, le refus n'est pas systématique. Il est vraiment par talent. On peut pas dire, c'est-à-dire qu'il y a un talent pour qui, par exemple avec Marie, on dira non parce qu'il y a ce côté écologique, et il y a d'autres talents pour lesquels il y a moins d'engagement ou différents, des engagements un peu différents. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire non à des marques, mais c'est pas que c'est difficile, mais que ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on va dire, ça dépend de la personnalité, ça dépend du créateur, ça dépend du message. Parce que même des fois on peut avoir une belle marque qui va contacter un autre talent, mais en fait le concept sera trop influence, parce que là on a aussi nous des personnalités qui ne sont pas des influenceurs en tant que tels. Oui. Et qui ne veulent pas être des influenceurs. Parce qu'en fait, souvent, malheureusement, on en parlait tout à l'heure en off, mais le mot a été un peu galvaudé avec d'autres agences dans le passé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Les influvoleurs. Par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne travaille pas de la même façon une personnalité et un créateur de contenu. Une personnalité sera plutôt pour la partie image, quand un créateur sera plutôt sur la partie vente. Et généralement, les personnalités vont faire ce qu'on appelle les one-shots, vont plutôt faire des partenariats assez longs. Donc, vous dire dans quel cadre on dit non, c'est un peu du coup par coup. Ça dépend de la marque, ça dépend de la personnalité, ça dépend est-ce qu'il y a une alchimie entre les deux. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. J'ai l'impression que vous êtes vraiment au centre de ce carrefour par rapport donc à cette ère de l'influence, parce que oui, donc il y a ce boom pendant le Covid, donc des marques qui ont travaillé avec des influenceurs, puis il y a eu ces dérives, et puis voilà, il y a eu des reportages. Et ensuite, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. J'ai une page Instagram, je suis journaliste d'investigation, je fais du contenu, et quelquefois, il y a des marques qui me contactent. Donc, je pense que votre rôle à vous, c'est un rempart. En fait, vous êtes une sorte d'agent rempart pour des personnalités, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, je ne sais pas si j'ai encore une personnalité, mais parce qu'on ne veut pas faire de conneries, entre guillemets. On ne veut pas faire de bourde, on ne veut pas s'associer avec des mauvaises marques. Mais qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on devient influenceur par défaut, quoi. Du fait qu'on a une... Par exemple, Estelle Denis, je pense qu'elle a plus de 100 000 abonnés sur les réseaux. 105 de tête, ouais. Voilà, donc elle devient quelque part influenceuse. Et la question exacte que je voulais vous poser, c'est les médias ont toujours travaillé avec des marques. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Parce qu'en fait, il y a les réseaux sociaux. Il y avait d'abord les grands médias, les réseaux sociaux, et ces marques qui travaillent avec ces deux univers. Qu'est-ce qui a changé? Comment nous, on peut s'en sortir pour pas faire de bourde? Alors, c'est une question qui est très, très, très large. Déjà, pour parler à la base, qu'est-ce qui a changé? À la base, effectivement, il y avait la télé et il y avait le digital. La télé s'est intéressée au... Oui, voilà, c'est le numérique et le monde des grands médias traditionnels. Maintenant, il y a des passerelles qui se sont mises en place, parce que ce qui est assez rigolo au départ, c'est que les personnalités, les animateurs télé ou les autres, maintenant, ont envie de passer en digital, et les créateurs de contenu veulent passer en télé parce que, quoi qu'on en dise, la télé reste un peu le Graal pour un créateur, et quand on passe à la télé, il y a toujours un effet waouh. Mais tout comme en même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup d'animateurs qui étaient en télé, et certains ont voulu basculer, par exemple, pour créer du contenu sur YouTube. Oui, du podcast. Exactement, ou podcast, ou même des formats un peu différents. Valérie Damido, par exemple, Norbert Tarrer, par exemple, le fait aussi. Donc il y a une vraie évolution à ce niveau-là, et aujourd'hui, le digital et la télé sont complémentaires. Alors tous n'ont pas forcément ce point de vue, parce que j'ai souvent des débats aussi en télé, en disant « Ah ben non, je n'irai pas sur Instagram parce que c'est un concurrent », mais qu'on le veuille ou non, c'est complémentaire. Aujourd'hui, les chaînes de télé font aussi de la promotion de leurs programmes et de leurs animateurs sur les réseaux sociaux. Exactement. Ils ont leur communauté aussi. Exactement. Et aujourd'hui, on voit notamment, c'est le cas chez TF1, où les animateurs font aussi eux-mêmes la promo de leurs programmes, en plus effectivement de travailler leur quotidien, leur image, etc. Donc, et après, pour revenir à la question sur le côté agent rempart, oui, bien sûr, effectivement, l'agent, c'est aussi son métier de travailler l'image de son talent.
que ce soit aussi bien à travers les contenus qui vont être diffusés que les marques avec lesquelles on va collaborer, parce qu'il y a certaines marques qui peuvent vous apporter des choses positives, des choses un peu moins, puisqu'en fait, quand on fait un partenariat entre une marque et une personnalité ou un créateur, il y a un transfert de valeur forcément, parce que quand une marque vient chercher une personnalité, c'est aussi pour ses valeurs, pour sa notoriété, son image. Donc à partir de là, forcément, il faut qu'on soit vigilant sur les partenariats qu'on fait, mais aussi sur l'histoire qu'on va raconter. C'est-à-dire qu'en télé, quand on fait des pubs, c'est 20-30 secondes, donc on a des délais assez courts. Oui, puis c'est des anonymes aussi. Par exemple, ceux qui font les pubs, quand on voit une pub à la télé, c'est des gens inconnus qui sont dans les pubs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas son image. Enfin, il y en a, il y a des stars qui le font. Ça, bien sûr qu'il y a toujours eu des stars qui font des pubs. Et on va en parler avec Mamadou Mané. On va parler des sportifs qui sont sollicités aussi par les sponsors. Mais souvent, dans les pubs de télé, on voit des anonymes. Oui, et là, sur les réseaux, c'est plutôt des personnes de la télé-réalité, des influenceurs qui ont des grosses communautés. Alors il y a tout, il y a effectivement des gens de télé-réalité, il y a des sportifs, il y a des artistes, des chanteurs, parce que maintenant les chanteurs en font aussi. Moi je reprends souvent l'exemple de, je ne sais pas si tu connais Thierry Saïd, qui est le manager de Matt Pokora. Moi je l'ai connu il y a 20 ans à l'époque, quand j'étais GTF1, et à l'époque il faisait déjà des partenariats avec Matt. Il y avait Reebok et d'autres. Et je me souviens à l'époque, les autres chanteurs le regardaient en riant, mais pourquoi tu fais ça ? Parce qu'il y avait la grande époque de la musique aussi. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde est demandeur. Donc il y a aussi une évolution à ce niveau-là. Et à la télé, c'est pareil. Les animateurs ont aussi envie de faire des partenariats avec les marques. Parce que, alors évidemment, il y a l'aspect financier qui n'est pas neutre. Mais il y a aussi l'image. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez des animatrices qui font des partenariats avec L'Oréal, par exemple, ou même des marques du groupe L'Oréal, c'est un peu le Graal. Parce que du coup, c'est-à-dire que une grande marque de beauté comme ça s'intéresse à elle, donc il y a aussi un peu d'ego qui va jouer là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Et donc ce marketing, quelque part, d'influence, il génère combien de millions d'euros Ça génère beaucoup d'argent. C'est vraiment un business parallèle. Alors le chiffre a été annoncé à la Paris Creator Week il y a quelques jours. Et de mémoire, je crois qu'en France, on parle de 8 milliards d'euros. C'est énorme. Ouais, et je pense que ça va être... et ça monte de plus en plus. On se rend compte que les marques maintenant vont beaucoup plus sur le digital de manière générale parce que moins cher, mieux ciblé. Oui, parce que là, on touche vraiment c'est ce que je dis, les réseaux sociaux, c'est le 5e pouvoir, quelque part. Ouais, on peut dire ça. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que les réseaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être du bon comme du moins bon. Aujourd'hui, n'importe qui, tout à l'heure tu parlais de particuliers ou de gens connus, aujourd'hui, n'importe qui peut être créateur de contenu, créer du contenu sur le sport, sur l'info, sur ce qu'on veut. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Donc, on en revient à ce qu'on racontait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on puisse réguler ça, parce que sinon, n'importe qui peut véhiculer n'importe quel message. Et on va le prendre un peu vite. Et l'effet pervers aussi, je pense, des réseaux sur les médias. Alors, heureusement, c'est pas le cas sur la plupart, mais il y a le côté aussi qui sera le plus rapide à sortir l'info. Absolument, les fake news. Exactement, c'est-à-dire qu'on va avoir une info qui sort, je sais pas, le président a dit ça, peu importe si c'est vrai ou pas. Les deepfakes aussi. Exactement, qui va sortir l'info le plus vite. Donc ça aussi, je pense qu'il faut être vigilant sur le fait de bien vérifier une info avant de la sortir. Donc le 5e pouvoir, oui. Je pense que les réseaux, de toute façon, je pense que plus ça va aller, plus ils vont être puissants. Puisqu'on voit que maintenant les personnalités, les créateurs ont des communautés monstrueuses. Inoxtag qui est à 8 millions, je crois, Lena Mafou qui est à 5 millions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des créateurs de contenu qui sont capables de parler à beaucoup plus de personnes que le Figaro, le Parisien. Absolument. Mais sans avoir la véracité de ce qui peut être dit, quoi. Absolument. Il y a aussi l'histoire de Guillaume Le Cantinier. Je ne sais pas si vous le connaissez, Guillaume Le Cantinier. Lui aussi, il a des millions d'abonnés sur les réseaux. C'est un cantinier et sa cible, c'est les jeunes. Et en fait, il prône une cuisine anti-gaspi, des bons menus à l'école. Et il a une communauté de dingue. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que ce sont des anonymes qui sont devenus des stars sur les réseaux. Donc, quelque part, on n'a plus besoin d'être Marion Cotillard ou voilà, des grands noms du cinéma pour générer des communautés énormes. Même des mamans solo peuvent des fois avoir des grandes communautés. Vous en pensez quoi de tous ces anonymes qui deviennent des stars, quelque part ? Alors,
Je pense que c'est bien et c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est assez compliqué comme débat parce que on va prendre l'exemple des mamans, par exemple. Tout à l'heure, je vous parlais de Marie qui a 132 cas sur Instagram, qui est sur France 2. Et on développe des projets avec elle, donc on travaille avec d'autres personnalités qui sont dans l'univers des parents. Et là, c'est assez fou parce que vous avez par exemple des nutritionnistes qui sont à 200, 300 000, vous avez des pédiatres à 300, etc. Et alors quand c'est des médecins ou des gens qui ont des fonctions officielles, ça va. Mais parfois, vous avez des gens qui ont, je sais pas, 3 enfants, qui ont des triplés, vous avez des parents qui n'ont pas de légitimité particulière, qui en fait vont avoir des communautés hyper importantes, parce que quand on parle de 100, 200, 300 ou 500 000 abonnés, c'est déjà important, mais en plus ce qui veut dire c'est que parfois ça peut être amplifié, parce que quand vous faites un réel ou une story, ça peut aller au-delà de votre communauté. Donc là c'est pareil, les messages qui peuvent être passés, il faut être vigilant, parce que je prends l'exemple d'une jeune maman qui a 20 ans, qui connaît rien, qui vient d'accoucher, qui se dit bah tiens, comment je dois faire ça pour mon fils, bah tiens, j'ai vu un tuto sur Instagram, mais qui a fait le tuto, qu'est-ce qu'elle a raconté, donc il faut être vigilant, encore une fois là, parce que on peut avoir des informations qui sont bonnes. Il y a des personnalités qui donnent des vraies bonnes infos qui sont utiles pour le coup, mais il faut être vigilant à ce qu'on écoute et à ce qu'on entend, parce que tout n'est pas vrai, quoi. Emmanuel Macron avait même parlé d'une sorte de label, donc d'informations vérifiées, d'informations certifiées. Vous en pensez quoi de ce genre de label ? C'est bien, mais concrètement, comment on le met en place ? Mais il existe déjà. Reporters sans frontières a créé un label journalisme, trust, information, je pense. Et il y a un label qui existe déjà, et il y a des grands médias qui ont ce label donc de certification, quelque part, d'information. Oui, mais les grands médias, ok, mais les créateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors j'ai plus le chiffre précis en tête, mais je crois qu'il y a entre 150 000 et 300 000 créateurs en France. Alors, créateurs à tout niveau, comment vous voulez, et qui font... imaginons qu'ils ne fassent que 1 ou 2 posts par semaine, ce qui en général est quand même peu. Comment vous voulez vérifier chaque post, chaque contenu c'est impossible. Oui, et même chaque story, c'était ça. La problématique, c'est comme les stories sont éphémères, elles restent pas... elles sont archivées chez le créateur de contenu ou l'influenceur, mais les stories, c'est éphémère. Donc, on ne peut pas retrouver forcément la fake news à ce moment-là. Non. Mais moi, je pense qu'il faudrait déjà... La base, pour moi, déjà, parce qu'on parle des fake news, mais il y a aussi un point qui est dangereux, c'est le fait notamment d'insulter ou de critiquer des gens. Pas la critiquer, pardon, mais d'être méchant. Voilà. Moi, je pense que déjà, la première chose qu'on devrait faire en France sur les réseaux, c'est très basique, hein, mais quand on s'inscrit, c'est de devoir fournir sa pièce d'identité, passeport, etc. C'est vrai que c'est pas encore pour Instagram. Personne, ni TikTok, ni Insta, ni Facebook. Facebook, on doit donner sa carte d'identité, je pense que c'est quand on veut récupérer son compte. D'accord, je vais le cas, peut-être. Mais déjà, je pense à X, qui est quand même la plateforme la plus où il y a le plus de haters, ou Instagram, qui est aussi la plateforme la plus utilisée. Si demain, vous obligez les gens à devoir fournir une pièce d'identité, bon, déjà, vous n'avez plus tous les pseudos, Gérard 2472, etc. Et là aussi, ça permettrait déjà d'avoir des gens... je ne vais pas dire officiel, mais déjà de savoir qui parle et qui fait la chose. Et c'est sûr que demain, quand on passe de Gérard 92 à François Durand, c'est sûr qu'on ne fera pas les mêmes commentaires ou les mêmes critiques. Donc je pense que déjà là, on aura un bon départ. Oui, ça peut être un bon départ, mais bon, on peut aussi trafiquer les cartes d'identité. Oui, on voit avec évidemment. Les jeunes aussi. On est d'accord, mais c'est une base. Mais c'est une base. Je suis absolument d'accord avec vous là-dessus. Et parlons aussi de l'influence et de la politique. Parce qu'on voit énormément aussi de politiciens jouer le jeu des influenceurs. On voit beaucoup de politiciens qui vont chez Sam Zira, par exemple. Magali Berda, son émission politique sur Sud Radio. Vous en pensez quoi ? Alors, moi, je pense que... Je rigole pas, Magali, bravo, parce que on s'apprécie, on s'estime, mais on est vraiment dans un autre monde. Complètement, moi, j'adore la politique pour le coup, en plus, donc on pourrait en parler très longtemps. Mais déjà, on peut remonter il y a un petit moment, à l'époque de Chirac, quand il avait été élu en 95. À l'époque, avant qu'il fasse avant qu'il ne soit président... il avait encore sa lunette, etc. Donc déjà là, on a commencé un peu à travailler l'image. Et en fait, c'est sa fille qui avait été aux États-Unis et qui avait un peu regardé comment ça marche. Et donc elle est rentrée, elle dit voilà, donc maintenant tu mettras plus de lunettes, tu auras ton prompteur invisible, parce que avant il y avait les gros écrans, et après il y avait les prompteurs un peu invisibles. On a commencé là, en fait, sur un parti un peu image et politique. Et aujourd'hui, pour répondre clairement à ta question, pour moi, il n'y a pas de politique sans réseau.
Je peux te prendre 2 exemples. Jordan Bardella, par exemple, qui est exactement. En fait, il a compris tout à fait les codes de TikTok, il sait comment ça marche, il a une équipe, alors je ne les connais pas, mais j'imagine qu'il maîtrise à merveille, et c'est devenu une star de TikTok. Tu vois Macron, par exemple, Emmanuel Macron, pardon, qui fait des interviews chez Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself pour toucher les entrepreneurs. À un moment, il avait fait aussi une interview avec... Magali Berda. Oui, alors je pensais pas à elle, je pensais à... Lors des élections présidentielles, c'était la seule, même les journalistes ne l'avaient pas, c'était la seule qui avait pu l'avoir. Ah ouais parce qu'elle faisait les immersions politiques. Ouais. C'est pour ça que nous, on s'était intéressés à elle. Complément d'enquête, on s'intéresse dès qu'une personne touche à la politique. Bien sûr. Et voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est comment les équipes de com de ce genre de personnalité n'avaient pas vu qu'il y avait des failles, en fait. Parce qu'en fait, ils vont dans beaucoup d'espaces, mais derrière, je trouve qu'il y a quand même une incompétence des équipes qui n'analysent pas aussi. Parce que des fois, ils peuvent aller chez des masculinistes, ils peuvent aller chez des gens qui ont des partenariats frauduleux. Par exemple, Léna Situation, par exemple. C'est pas non plus une très bonne élève d'un point de vue de placement de produits. Parce qu'elle critique Shine, mais elle-même, ses tenues sont faites en Chine, en fait. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a une incohérence entre ces deux mondes. Bah oui, mais je reviens sur ce point, mais sur le côté politique, je voudrais terminer sur un point. Sûr. En fait, je pense il y a différentes formes politiques. Il y a la politique locale, avec les élections municipales, où là, pour le coup, on vote pour des hommes, des idées, etc. Et je pense que pour la partie nationale, donc pour les élections présidentielles, on vote davantage pour une image que pour un parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre l'exemple d'Emmanuel Macron, par exemple, quand il est sorti, quand il était ministre des Finances, personne ne le connaissait, ou très peu. Mais voilà, il a joué ce côté. Voilà, il a fait une campagne magnifique. Il a dit moi, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, mais je vous rassemble. Voilà, là, il y a plein de rumeurs qui disent que potentiellement Jordan Bardella pourrait être le prochain président. Mais là, c'est pareil, c'est de l'image. C'est parce qu'il est très fort sur TikTok. Il a une bonne répartie. Voilà, il a une bonne répartie. Il a un profil un peu genre idéal. Voilà, donc maintenant, je pense à l'époque, on appelait ça la communication politique. Ouais. Voilà. Mais là, maintenant, on va plus loin avec l'influence, quelque part. Ah bah complètement. Moi, j'en ai fait un article il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, on peut le dire, qu'aujourd'hui, les politiques deviennent aussi des influenceurs à leur manière. Absolument. Que ce soit les députés ou les sénateurs, tous veulent passer des messages sur Instagram ou sur X. Donc oui, ça sert aussi à ça. Il y a aussi pas mal de lobbying qui est fait pour ça. Est-ce que c'est pas dangereux aussi ? Ça dépend comment c'est fait. Parce que quand on voit Donald Trump qui s'est fait élire, lui, il a participé aussi à énormément de podcasts masculinistes, tendancieux, etc. Et il a touché ces communautés. Oui, mais après, c'est un peu différent. On tombe dans ces dérives-là aussi. Oui, après, je trouve que c'est compliqué quand même de comparer le... C'est comme si la démocratie était hackée par les réseaux sociaux. Oui, en quelque sorte. Mais c'est compliqué, je trouve, de comparer la politique française et américaine, parce que la mentalité est quand même très différente. Mais c'est sûr qu'en France, indéniablement, je pense que le prochain président ou la prochaine présidente sera quelqu'un qui maîtrise les réseaux sociaux. Parce que c'est la clé. Aujourd'hui, les gens qui votent, les jeunes, ne regardent que ça. On voit même Dominique de Villepin, il a fait ses réseaux sociaux. Oui, mais tous. Absolument. Tous s'y mettent. Et vous pensez que c'est Jordan Bardella qui va être le prochain président ? Au secours ! J'en ai aucune idée. Moi, d'une manière générale, je ne suis pas pour les extrêmes. Je pense que les extrêmes n'apportent jamais rien de bon. De toute façon, ça se voit dans la vie de tous les jours. Quand on va dans l'extrême, on se plante toujours. Mais les sondages, pour l'instant, le mettent en tête. Mais en fait, moi, encore une fois, j'ai pas de gêne à parler politique. Mais en toute franchise, dans tous les candidats... Alors, il n'y en a pas un qui s'est vraiment officialisé plus qu'un autre, mais aujourd'hui, je ne vois pas un candidat ou une candidate qui, en tout cas, moi, me correspond... ni de droite, ni de gauche, ni de centre. J'ai du mal à me projeter en vrai. Pour le moment. Ouais, mais en fait, on est tellement dans un chaos. Quand je vois déjà... c'est très basique, mais quand je vois déjà qu'on ne sait même pas faire un budget, comment aller plus loin, quoi. Oui, mais bon, ça... Ne serait-ce qu'un budget à équilibre. Mais... Ça, c'était suite aussi aux élections législatives. Bien sûr. Il y a eu un chaos. Bien sûr.
voilà, personne n'a sa majorité, c'est no comment, quoi. Mais je voulais revenir aussi à votre parcours des médias. Donc, vous êtes un homme des médias, vous avez collaboré pendant une vingtaine d'années chez TF1. Comment ça s'est passé, cette expérience ? C'était incroyable. Moi, je suis rentré en octobre 2002 chez TF1. J'ai commencé en stage. À l'époque, TF1 lançait une émission musicale qui s'appelait Hits & Co, qui était une émission, un magazine musical, on parlait d'actu. Et donc moi, j'étais en charge de faire les liens entre la production et les maisons de disques. Donc là, j'ai fait ça pendant 8 ans. C'était, je pense, le plus beau métier du monde, puisque du coup, j'étais invité à tous les concerts privés. Et c'était incroyable, du coup, parce que je venais de ma petite province. Vous venez d'où ? Lille. D'accord. Donc, vous êtes du Nord. Ouais, moi, je suis de Belgique. Ah bah, on est voisins. Voilà. Donc c'est sûr que quand on se retrouve comme ça dans des concerts privés avec 300 personnes, avec Lady Gaga, Madonna, etc., c'est tout de suite très impressionnant. Ouais, complètement. Ouais. Et je pense que c'était le métier le plus cool, si je puis dire. Donc j'ai fait ça pendant 8 ans. Après, je suis parti de TF1 en 2009. Donc là, j'ai monté ma structure. Alors c'était pas un choix, c'était juste que je voulais pas dire à mes potes, tiens, je suis au chômage, donc je suis monté en boîte. Et en fait, je faisais du placement de personnalités dans des concerts privés, etc. Et donc là, je suis revenu chez TF1 assez rapidement, parce que TF1, au même moment, lançait une agence qui s'appelait TF1 Events. Et donc moi, comme j'étais un peu dans l'événementiel et que je connaissais un peu les médias, l'idée c'était un peu de proposer les services de TF1 en événementiel. Faire des conventions, des séminaires, aussi les recevoir chez nous, chez TF1, parce qu'on loue des espaces, enfin, ils louent des espaces. Donc on a fait ça, j'ai fait ça pendant 5 ans, donc je suis redevenu prestat pour TF1. Donc j'ai re-signé encore un CDI chez TF1 en 2014. Et en 2016, donc on va dire 2011-2016, je faisais surtout la partie événementielle, donc pour les boîtes comme Coca ou BNP, etc. Et en 2017, on crée le pôle talent au sein de TF1 Events. Et donc là, on commence à mettre en place les partenariats entre les marques et les animateurs. À l'époque, ça se faisait déjà, mais sans TF1, c'est-à-dire que chacun faisait un peu à leur sauce. Et ça posait un problème, c'est qu'effectivement, parfois, il y avait des associations de marques qui pouvaient être gênantes par rapport à la chaîne. Et puis, c'est ça, c'est la même problématique qu'on retrouve aujourd'hui avec les créateurs de contenu. Donc c'est vraiment quelque chose que vous maîtrisez, quoi. On est obligé. Il y a souvent ce débat, et moi je suis assez ouvert à ce sujet, parce qu'encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il y a souvent ce débat de créateurs de contenu, ou même de personnalités en général, qui disent « Moi je reçois plein de demandes, j'ai pas besoin d'un agent. Je peux le gérer tout seul, au pire j'ai une assistante ou un assistant, et ça le gère. » Mais un agent, c'est pas là que pour ça. C'est ce que je dis souvent aux créateurs ou aux talents. Un agent n'est pas là pour vous prendre 10, 20 ou 30% de votre cachet. Un agent, c'est là effectivement pour déjà filtrer les demandes, et non pas que les entrantes, mais aussi d'aller vous chercher des deals. C'est-à-dire que par exemple, quand tu signes un créateur, tu dis voilà, qu'est-ce que tu aimes, quel type de marque tu aimerais aller où, quel secteur, ou à l'inverse, qu'est-ce que tu n'aimerais pas faire. Et donc on est là aussi pour servir de guide, on les aide dans leurs choix, dans les marques. C'est important, oui, de se faire guider. C'est un peu comme un coach, un agent aussi. Ça permet d'aller plus loin aussi dans sa carrière, parce que des fois on est perdu. Mais après, il y a aussi des créateurs de contenu qui prennent aussi des proches. Tu vois, je pense notamment au premier à Thibaut InShape. Son manager, c'est son papa. Bon, en l'occurrence, ça se passe très bien, mais j'ai vu aussi des cas où, c'était pas en créateur de contenu, mais j'ai aussi vu des cas où les personnalités avaient comme manager leur meilleur copain, leur maman, mais bon, il y en a qui s'en sortent très bien, ce qui est le cas de Marc, le papa de Thibaut, d'autres moins bien. Mais encore une fois, agent, c'est un vrai métier, c'est une expertise, et quand on vient chercher un agent, c'est pas juste prendre un pourcentage sur les cachets, c'est aussi avoir un réseau, puisqu'un agent doit aussi avoir un réseau de marques, un réseau de médias. Et c'est aussi, il a aussi comme mission de voir 1 an, 2 ans à 5 ans où ton talent peut être amené, parce que sans vision, on peut pas aller bien loin, sinon on va faire plein de partenariats, on va se cramer. Moi j'ai vu des créateurs, non, je ne pourrais pas citer le nom parce que c'est délicat, parce que j'ai travaillé avec elle, mais j'ai vu une grosse créatrice de contenu qui, un mois, faisait un partenariat avec un lisseur de L'Oréal, et 1 mois après, elle faisait GHD. Ouais. Donc là, tu te dis, mais quelle cohérence, tu vois. Là, typiquement, tu as un agent. Alors, c'est vrai que l'argent est toujours tentant. Mais il y a un moment, le rôle de l'agence, c'est de dire, non, on peut pas. À la fois parce que toi, tu vas perdre en crédibilité. Et puis même, ta communauté, elle va dire, mais en fait, ça n'a pas de sens.
Donc les partenariats, je trouve, contribuent aussi un peu à l'image que tu vas donner. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je te disais que moi j'ai beaucoup de personnalités, en l'occurrence j'ai beaucoup de femmes, qui... C'est bien ça. Ouais. Un féministe. Il faut. Tu vois, quand tu parles de L'Oréal, effectivement, ça fait rêver parce que L'Oréal, c'est un peu le Graal, tu vois. Ouais. Donc voilà, et c'est aussi, quand je t'en parlais tout à l'heure, ce fameux transfert de valeur. Il est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une créatrice de contenu va travailler avec Lancôme, par exemple, qui est une marque premium, une belle marque, forcément, ça va la flatter. Donc voilà, donc pour revenir au métier d'agent, effectivement, moi je trouve que c'est utile, mais après, tu as plein de gens, en tout cas plein de personnalités ou de créateurs, qui vont te dire non, moi c'est pas la peine parce que j'ai déjà 10 demandes ou 20 ou 100 par an et j'ai pas envie de donner 20%. Mais après, c'est un point de vue. Et donc là, t'as ta société maintenant. Oui, tout à fait. Brandt, c'est ça? Alewa, je l'ai appelé. En fait, j'ai été... Alewa ouais. Et Brandt, c'est ta page Insta? Alors, je vais t'expliquer. Brandt, oui. Alors, un jour, je l'ai fait très court. Un jour, j'étais à Hawaï et je suis tombé amoureux d'une ville qui s'appelle Alewa, qui est magnifique. J'ai vu le plus beau coucher de soleil de ma vie. Et donc, quand j'ai créé mon agence, donc j'ai une agence de talent aujourd'hui que j'ai appelée Alewa, du coup, en référence à ça. Et en plus, avec le petit clin d'œil, c'est qu'à la fin, le Iwa, en fait, c'est un oiseau qui prend son envol. Bon, mais c'est un hasard. C'est joli. C'est poétique. Exactement. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai aussi Brandzone, pour le coup, qui est un... Voilà, Brandzone, exactement. Brandzone, donc t'as même changé de page Instagram, là, j'ai vu. Exactement. Je me suis abonné. Hein. Ouais, c'est bien, merci. En fait, Brandzone, au départ, l'idée, c'était un podcast sur l'influence, où je reçois des créateurs, des experts, où justement... Évidemment, en janvier, on prend date, en sortant, évidemment. Et donc, je reçois des expertes comme toi aussi, où on parle du parcours, on parle d'expertise, on parle du métier, etc. Donc j'essaie de varier un peu les plaisirs, de parler de plein de choses, et à côté on fait un peu d'actu. Alors je fais pas d'actu chaude, c'est-à-dire que je fais pas, s'il y a une info qui sort, je la sors pas tout de suite aussi par rapport à ce que je te racontais tout à l'heure, parce que je suis vigilant et je veux pas sortir une info pour la sortir le premier, mais j'ai plutôt un rôle de décryptage, alors qui m'appartient. Après évidemment on peut ne pas être d'accord, mais c'est un point de vue. Où je vais décrypter soit des portraits, soit des actus, soit des campagnes aussi. Et donc, on fait des contenus régulièrement sur ça. Eh bien, c'était vraiment très enrichissant, cet échange. Merci. Et là, on va inviter Mamadou Lamine Mané, qui est consultant en communication, donc un RP. Je pense que vous allez vous entendre. Oui. Et il va nous parler de l'influence et du sport. Je suis ravie car je retrouve mon chroniqueur Mamadou Lamine Mané, 2M sur Instagram, qui est donc consultant... En relations publiques. Voilà, RP. Et là, tu es en terrain conquis. Bah écoute... Là, tu as écouté tout l'entretien. T'en as pensé quoi? J'ai tout écouté, les oreilles grandes ouvertes. J'espère que j'étais à la hauteur. À la hauteur, Oui. Parfait. Puis la thématique du sport se prête à ce sujet-là, bien sûr. Le monde de l'influence, le monde des réseaux sociaux, on est en plein dedans. Et j'essaie de développer aujourd'hui une réflexion pour me dire qu'on est peut-être arrivé Il faut qu'on recherche la maturité, en fait. Voilà, il faut rechercher la maturité. Et pour plein de choses, le sport s'y prête autant. Donc, pour refaire le lien avec cette chronique, moi, j'ai envie de parler des influenceurs de la haine, quand le sport sert de ring au cyberharcèlement. Alors, le sport... On en a parlé un peu, là. Et oui, vous m'avez ouvert une petite porte en parlant des haters. Je vais m'y engouffrer plutôt. Le sport qui est censé être quelque chose pour lier, pour ramener de l'empathie, où on a des thèmes empathiques et autres, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, on a une résonance qui est tout autre. On revient sur de la confrontation... cette porte ouverte où n'importe qui peut rentrer, parce que tout à l'heure on parlait des influenceurs, aujourd'hui en fait finalement n'importe qui peut être influenceur. Et le souci, c'est que l'on retrouve ça sur les réseaux. Moi je vais vous parler de 2 cas emblématiques dont vous avez sûrement dû entendre parler. On parlait de, je crois que c'est Alice Tubello, c'est une joueuse de tennis qui a été la première en tout cas à l'extérioriser ou à en parler, qui a subi du harcèlement, qui a subi des insultes suite à un match perdu, où on a estimé, ou en tout cas les internautes ou les personnes qui étaient sur les réseaux ont estimé les followers et autres. Et tout récemment, Bradley Barcola, qui est donc l'attaquant du PSG, suite à un match après un match de Ligue des Champions, où il a raté une action apparemment qui devait être assez simple, harcèlement, menace sur sa famille, insultes, j'en passe les meilleurs, insultes racistes, avec, comme on connaît bien, tous les petits émoticônes de singe, on l'a traité de singe. Ça a été vraiment poussé très loin, jusqu'à ce qu'il ait décidé peut-être de porter plainte, et même
prendre un peu de retrait par rapport à son activité sur les réseaux. Oui. Mais il y en a qui ont même suspendu leur page X. C'est ce qu'il a fait pendant un moment. C'est ce qu'il a fait pendant un moment. Parce que là, c'est du racisme, en fait. Et le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un délit. Alors, est-ce que tu veux peut-être une petite réaction par rapport à ça ? Pour moi, c'est pas nouveau. En fait, quand on parle de foot, on a souvent tendance à dire qu'en France, on a 60 millions de sélectionneurs. Je pense qu'il y a toujours eu ça. Mais avant, c'était plutôt dans les bars, dans les PMU, etc. Les réseaux, effectivement, ont juste donné une fenêtre ouverte au monde, aux gens qui voulaient le faire. Donc il y a souvent, effectivement, j'incite les gens, dans ces cas-là, à porter plainte contre ça. Mais ce qui était assez fou, c'est que, alors, j'ai plus le nom en tête, mais une fois, j'avais vu sur une chronique sur RTL. Non, si, c'était Gilles Boulot, pardon. Je fais un peu hors sport, mais des fois il parle de sport. Oui. Et Gilles Boulot avait été harcelé par sur les réseaux, il a porté plainte et la justice a retrouvé le cyberharceleur. L'auteur du harcèlement. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est qu'en fait, c'était un monsieur, papa, plombier, 2 enfants. Donc en fait, c'est pas forcément des gens qui sont des extrémistes ou des gens comme ça, c'est monsieur, même tout le monde. Et des fois, c'est même des proches. Bien sûr. Des fois, c'est des proches qui te cyberharcèlent. Alors en fait, c'est la multiplicité des profils en fait qui est étonnante. Parce qu'on peut avoir des profils. Tout à l'heure, on parlait de cette entrée de Monsieur Tout le Monde, de ce qu'on trouvait peut-être au comptoir du bar, qui va venir se vulgariser. Et cette porte ouverte, en fait, n'importe qui peut y rentrer. Mais moi, je distingue plusieurs typologies. Parce qu'entre ces personnes qui, cachées derrière leur écran ou derrière leur clavier, viennent s'exprimer, une forme de frustration, ça, à la rigueur, c'est une catégorie. Mais dans le cas précis, pour aller un peu plus loin par rapport aux sportifs, là, on rentre encore dans une autre mécanique de cyberharcèlement parce qu'on a aussi ceux qui parient. Ceux qui parient et qui perdent. Là encore, on rentre encore sur autre chose, sur une autre typologie. Mais c'est hyper intéressant. On s'est aperçu, et ça est relevé de plus en plus, des sportifs qui sont mis à l'index, qui sont insultés, qui sont effectivement harcelés. Ça ne s'arrête pas uniquement sur le fait de pouvoir un simple match perdu. C'est que là, on rentre dans une autre mécanique où on parle de cash. Et moi, je parle en fait de clash du cash. Puisque des sportifs, on sait qu'ils ont été insultés, voire même cyberharcelés, parce qu'ils ont influé par rapport à celui qui a parié, gagné ou perdu, sur un influencé. Donc là, on parle d'argent. Tu peux juste un peu recontextualiser par rapport aux paris. Donc, c'est bien les paris sportifs en ligne, c'est ça ? Paris en ligne, paris sportif. Comment ça se passe ? Alors, tout un chacun peut parier sur le résultat d'un match. Forcément, sur un sport individuel comme le tennis, c'est peut-être encore plus frappant parce qu'un résultat, c'est toi qui joues contre ton adversaire. Si j'ai parié $200, n'importe quoi, sur ta victoire, si tu perds, effectivement, ce ressentiment-là, on le ressent aussi sur les réseaux. Au-delà du cyberharcèlement, on ressent aussi cette partie qui est liée au gain ou à la perte d'argent. Donc, on monte encore d'un cran. Et donc, au lieu de reprocher les choses à la malchance, il le reproche aux sportifs. Aux sportifs directement. Et là, pourquoi je parle encore de passer un cran supérieur ? Parce que quand on parle de niveau d'argent, on peut rentrer dans l'histoire de paris individuels, mais il peut y avoir aussi des paris qui sont liés à des systèmes mafieux, ce dont on s'est aperçu, puisque aujourd'hui... Et là, on monte encore d'un cran. Donc tu vois, en fait, de ce simple cyberharcèlement, finalement, il y a plusieurs paliers et plusieurs typologies de cyberharceleurs, entre guillemets, puisque là, après, au bout d'un moment, les enjeux ne sont plus les mêmes. Celui qui a perdu, entre celui dont on parlait tout à l'heure, qui rentre le simple, en tout cas celui qui se déclame comme au bar ayant perdu, qui harcèle déjà le sportif. On a la deuxième catégorie de l'individuel qui va perdre de l'argent, qui lui-même aussi. Et ensuite, après, il y a des systèmes mafieux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les paris sportifs, entre guillemets, sont tenus forcément à un certain niveau, à une certaine échelle, par des systèmes mafieux. Donc, la DZ Mafia, tout ça, non ? Je ne donnerai pas de nom si tu veux. Mais j'avais déjà entendu ça dans le tennis, disant que parfois, il y avait des gens qui mettaient la pression à certains joueurs pour perdre ou pour... Bien sûr, et c'est pas d'aujourd'hui. Alors, oui, ça date de tout. Même les comment on dit ça, les bookmakers. Voilà. Les bookmakers, c'est donc ceux qui font les paris. Mais alors, en fait, disons que l'attrait des réseaux sociaux, mais en fait les réseaux sociaux n'ont rien inventé. C'est un réceptacle, un accélérateur. Voilà, c'est un accélérateur. C'est une puissance exponentielle. Exactement. Parce que surtout, la caisse de résonance que donnent les réseaux sociaux, en fait, elle est 10 fois plus forte. Les paris sont parés avec les réseaux sociaux. Ça a juste été accéléré. Exactement. Donc voilà, en fait, c'est vrai que la manière dont j'ai dépeint les choses, j'ai noirci un peu les choses, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Parce que de toute manière, comme il y a une telle liberté, rien n'est encadré,
j'ai la possibilité de m'inscrire sur les réseaux sociaux à partir du moment où je suis majeur. Après, rien n'est encadré, mais il y a quand même une loi, donc la loi influenceur. Oui. Et normalement, les paris sportifs, même, c'est interdit normalement. Mais en fait, je m'intéresse beaucoup à Stake. Et Stake, c'est une plateforme donc de casino en ligne et qui est normalement interdite en France. Alors, elle est interdite en France, mais tu sais que par des moyens détournés, on a toujours la avec possibilité. Avec le VPN. Il y avait eu le sujet d'ailleurs d'influenceurs à Dubaï qui faisait la promotion de produits interdits en France. Et alors, je ne sais plus lequel c'était, mais il expliquait que, voilà, moi, j'habite pas en France, j'habite à Dubaï, et comme je fais la promotion depuis Dubaï, ça rend pas... C'était pas Marc Blatta. En fait, il donne tout à fait le cadre autour duquel il ne peut pas être attaqué. Ouais. Il se déresponsabilise parce qu'il se localise. Il se délocalise. Exactement. Il le dit aujourd'hui, c'est une manière déguisée de dire je suis inattaquable. Exactement. Et je le fais. Mais je suis pas sûr que ce soit inattaquable pour le coup. Le fait de pouvoir se délocaliser et de faire sa publicité de l'extérieur. Moi, tu vois, j'en viens à ça. Au côté, je trouve qu'il y a un manque quelque part entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que je respecte toutes les personnes qui travaillent dans leur vie. C'est comme la DGCCRF. Nous, on avait quelque part sollicité la DGCCRF parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il y avait ce Far West en ligne. Mais en fait, pour s'adapter, il fallait un temps. Il faut du temps. Donc voilà, ça, je l'entends. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a un manque de compétences. Par exemple, tu vois, celle qui régule les jeux. Oui, l'ARCEP. Non, c'est AGI. Il y a un organisme qui régule les jeux de hasard et d'argent, les jeux d'argent. Elle a été sollicitée, elle a été signalée, mais ils ne font rien. Donc à un moment donné, il y a des lois, mais comment faire respecter les lois ? Des lois, il y en a beaucoup. Mais je parle, en tout cas, c'est les lois en l'occurrence. Mais déjà, les lois, c'est bien, mais souvent en France, on voit des lois. Il y a même parfois, j'ai vu un reportage, c'est sur France 2 d'ailleurs, il y a même certaines lois qui se contredisaient. Mais bon, passons. Mais après, il y a le fait de faire des lois, puis il y a le fait de les appliquer. Les appliquer, oui, effectivement. Et pour ça, il faut des gens, il faut des humains, il faut des moyens. Des lanceurs d'alerte. Tu vois, c'est pareil, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand tu vois l'organisme qui est censé contrôler l'équivalent de la police, mais digitale, ils ne sont pas beaucoup, tu vois. Donc, oui, ils sont pas. Je trouve que ça manque d'organisation. Ouais, ou un manque de moyens. C'est-à-dire que les moyens, on les met peut-être pas au bon endroit ou au bon niveau, mais c'est sûr que les réseaux sociaux portent un problème beaucoup plus large. On parle de cyberharcèlement, mais évidemment, tu parles des sportifs, mais on peut aussi parler des enfants. Bien sûr. Il y a un vrai sujet, tu vois. Vous en aviez parlé tout à l'heure dans la chronique, effectivement, oui, forcément, on est un peu sur le même terrain. Alors après, j'ai commencé ma chronique et je l'ai... Elle n'est pas forcément terminée, mais surtout... ça fait débat. Bien sûr, je l'ai mis sur le thème de l'immaturité. Parce qu'on est dans une zone, en tout cas, très floue, où aujourd'hui, tout ce flot, cet espace que chacun peut conquérir, dans lequel chacun peut s'insérer et y venir y mettre ce qu'il veut, voilà, à partir du moment où il respecte certaines règles, mais ça laisse quand même un grand flou. Est-ce que demain, je me demande, et ça demande aussi, c'est une prise de conscience, donc ça va être encore plus dur, est-ce que demain... on n'est pas face à un défi, je pense que j'ai ma réponse dans ma question, on est face à un défi de changement de statut numérique. C'est-à-dire que ce que j'expose, la manière dont je m'expose, forcément, ça va influencer aussi sur ce que je vais recevoir. Je m'explique. Est-ce que les sportifs n'en donnent pas trop sur les réseaux ? Est-ce qu'ils ne tendent pas trop ? Je ne vais pas dire tendre la joue, c'est pas le mot, mais je pense que est-ce qu'une sorte d'harmonie, de mesure de mesure, la manière dont on est mesuré, la manière dont on se présente, est-ce que finalement, c'est pas ce que le boomerang de l'autre côté. En fait, c'est la rançon de la gloire, quelque part. Mais est-ce que c'est pas non plus... pour moi, je pense que c'est pas prendre le débat du bon côté, parce que c'est un peu comme aller atteinte à la liberté d'expression. Si un sportif a envie de raconter sa vie, son œuvre, sa vie privée, etc., c'est son droit. Bien sûr. Donc, pour moi, le fond du problème, il n'est pas forcément... Est-ce que le footballeur ou le sportif en général donne trop ? C'est plutôt, effectivement, de l'autre côté. C'est comment essayer de filtrer ces gens-là, ces haters. Tout à l'heure, on avait évoqué une piste qui était déjà de pouvoir donner son identité. Mais je trouve ça dommage. Et, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Léna Situation qui a aussi été victime de ça. Je trouve ça dommage, parfois, de devoir se censurer. Il y a eu des cas, je fais un petit hors-sujet de secondes, il y a eu des cas beaucoup plus graves. On parle de crypto, par exemple, où des experts en crypto montraient qu'ils avaient de l'argent, et on parle de kidnapping. Donc tu vois, parfois, les réseaux peuvent aussi aller beaucoup plus loin. Oui. L'autre jour, je parlais aussi avec Sylvie Tellier dans un registre un peu différent. Souvent, elle faisait des vidéos chez elle. Hop, les gens ont localisé. Elle s'en va, et c'est le cas de sportifs aussi.
Le jour où elle n'est pas là, hop, on vient cambrioler. C'est ce qui s'est fait dans beaucoup de... Alors, je ne vais pas citer de club, parce que les amateurs le sauront, mais effectivement, souvent, les veilles de match ou les jours de match, les joueurs, effectivement, on leur demande de ne pas mettre certaines informations, parce que comme par hasard, la veille ou le lendemain, quand ils sont verts, mais ils sont cambriolés. Ça, c'est arrivé régulièrement. Donc, ça, alors, je comprends ce que tu me dis, effectivement, de ne pas se contraindre en termes de liberté, mais je pense aussi qu'on a une responsabilité, chacun la responsabilité individuelle. Ce que tu donnes, tu as tout à fait le droit de donner ce que tu veux, de dire ce que tu veux, tant que tu respectes tes limites. Mais je pense qu'aussi... Alors, où s'arrêtent tes limites ? Parce qu'un footballeur, je vais un peu dans l'extrême. Le footballeur qui gagne plutôt bien sa vie, il roule en Ferrari ou Lamborghini, ou je fais une troisième marque, non on n'est pas en télé. Qui montre qu'il a de l'argent. Pourquoi ? Alors, je comprends qu'il peut y avoir un côté jalousie, un côté exacerbé, etc. Mais si c'est son kiff de montrer qu'il a de l'argent, pourquoi il devrait se censurer ? Non, t'adhères ou t'adhères pas, mais c'est son droit, tu vois. Et pour le coup, moi je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, le droit, la liberté d'expression, on s'est battu pour ça. Donc je trouverais ça dommage aujourd'hui de devoir se censurer parce que t'as des gens qui t'insultent, qui te harcèlent, etc. Pour moi, le problème, il vient pas des gens qui donnent l'information, il est dans les gens qui sont, je sais pas, jaloux, qui sont ce que tu veux, mais... Voilà, après encore une fois, libre à chacun de donner l'information qu'il a envie de donner, s'il roule en Peugeot, etc. Mais pour moi, je pense pas que ce soit vraiment le fond du problème dans ce que tu vas dire. Après, tu assumes l'image que tu donnes, tu vois. C'est ça. Il faut assumer. Parce que c'est vrai quand même mais c'est pas une raison. Si je peux me permettre, les réseaux sociaux, c'est vraiment un espace de liberté. Je suis tout à fait d'accord. Là où je trouve que, tu sais, quand tu dis oui, tout le monde peut être sur les réseaux sociaux, etc., un peu comme le gars du bistrot du coin. Et pourquoi pas ? Parce qu'en fait, ces gens, ils ont tellement été aussi quelque part invisibilisés. C'est Guillaume Le Cantinier ou d'autres personnes, tu vois, tu as des pompiers qui deviennent des stars sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas que les anonymes, ils ont le droit aussi à une certaine célébrité. Tu vois, juste, je me permets un petit parallèle par rapport, pour te faire un peu une métaphore. Pour moi, c'est important de pouvoir dire ce qu'on veut. Après, tu réponds. Après, ça. Bien sûr. Ça bouillonne, mais... Tu vois, je vais aller dans un autre débat, mais pour te faire un parallèle. Aujourd'hui, les femmes qui s'habillent en mini-jupe, qui s'habillent en décolleté, en fait, elles mettent ce qu'elles veulent. Bien sûr. Donc, ce débat de dire, tiens... telle personne l'a violée parce qu'elle avait une mini-jupe, c'est absurde. Non, tu vois, pour moi c'est pareil, c'est-à-dire qu'une fille doit avoir le droit de pouvoir s'habiller comme elle veut, tout comme un footballeur ou un sportif ou un créateur a le droit de s'exprimer comme il veut. Après, tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais en tout cas, cette liberté de s'habiller ou cette liberté d'expression, pour moi, elle est importante. Et je trouve ça dommage de censurer des choses parce que justement, tu as une petite poignée de haters, comme on les appelle, ou de cyberharceleurs qui agissent. Pour moi, le problème, il est plutôt sur les cyberharceleurs que sur l'information que tu donnes. Tu as cette liberté de s'habiller et cette liberté d'expression, je pense qu'elle est fondamentale en France et dans le monde et qu'il ne faut pas y toucher pour le coup. Alors, loin de moi la volonté de vouloir y toucher. Je te laisse le mot de la fin. je vais clôturer. Non, je suis toujours dans l'équilibre. Alors, il faut juste, effectivement, je pense qu'il peut y avoir des excès de toute part. Quand on aimait quelque chose, on a forcément une responsabilité. On n'aimait rien dans le champ public en se disant qu'on est délaissé de tout. La liberté, c'est ça aussi. Donc forcément, je serais beaucoup plus, comme tu dis, et comme tu dis aussi, pour trouver le point d'équilibre. Effectivement, le problème, ce sont ces cyberharceleurs, ces haters, bien sûr. Donc pouvoir effectivement leur laisser le moins la possibilité de s'exprimer. Mais aussi, on a aussi chacun, on a aussi une responsabilité sur ce que l'on donne, parce qu'on ne donne pas n'importe où. Et donc, il faut aussi, pourquoi pas s'attendre, quand on dit quelque chose, il faut qu'on s'attende aussi à être critiqué, sinon on se tait, on ne dit rien. Ou alors être challengé, puisque c'est le but. Oui. On met ça sur l'agora, sur la place publique, c'est le but d'échanger. Ouais, tant qu'on reste sur un point d'équilibre où on peut échanger, c'est bien. Alors, mais on peut aussi avoir une réflexion sur ce que l'on aimait dans le champ public. C'est ce que je voulais dire, en sachant que le problème, c'est le cyberharceleur, c'est le hater. Bien sûr, et c'est aussi un délit, un cyberharcèlement. Bien sûr. Il y a une peine, je pense, d'emprisonnement, d'amende. Et moi, je voulais juste terminer aussi par rapport à donc cette liberté sur les réseaux sociaux. Après, nos réseaux sociaux nous appartiennent. Bien sûr. Donc si moi, sincèrement, quand je suis en plateau, par exemple, ou quand ici, là, c'est la liberté d'expression. Chacun a le droit de s'exprimer. Quand je suis dans un média, pareil, voilà, où il y a une ligne éditoriale, je la respecte. Chacun a le droit de s'exprimer. Mais sur mon réseau social, si je trouve qu'il y a des haters, je les supprime, je les bloque. Voilà, et ça, j'ai le droit. Je pense que ça, on a le droit. Tu te mets en profil privé aussi.
Voilà, donc il y a aussi des options qui permettent aussi de s'éloigner des haters, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on ne doit pas être victime. Voilà, on ne doit pas être victime. Et aujourd'hui, il y a des leviers juridiques qui permettent de se battre. Bon, ce sont de longues procédures. Mais... Absolument. Et donc, moi, je vous encourage à découvrir ce livre « Devenir agent de star à l'ère de l'influence » de Benoît Dessau. C'était un plaisir de t'accueillir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Voilà. Moi, j'ai une réflexion encore. Vas-y, je t'en prie. Je te permets de le faire. Est-ce que tu peux devenir mon agent? Si tu veux. Ok, on en parlera en off. Et je te remercie infiniment. Merci beaucoup Rizden, merci Benoît, merci. C'était un plaisir. Plaisir. Retrouvez The Rizden Podcast sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.